Merci de faire confiance à Reflet d'Afrique Télévision. Voici le point consacré à l'actualité africaine de ce 18 février 2022. Commençons par cette information qui nous vient du département du Mongo dans la région du littoral au Cameroun. La ville de Mélon a servi de cadre le 16 février 2022 au lancement de la campagne caféière 2021-2022 au Cameroun. Cette cérémonie qui a drainé du beau monde était présidée par les ministres camerounais du commerce et celui de l'agriculture. Au cours de cette cérémonie riche en sons et en couleurs, les agriculteurs de la ville de Mélon et des autres parties du pays ont profité de cette occasion pour porter à l'attention des autorités administratives les difficultés et les doléances qui sont les leurs. Il s'agit notamment de l'accès au financement, l'enclavement qui pousse généralement les jeunes à délaisser ce secteur d'activité pour la recherche d'une vie meilleure dans les grandes villes du pays, l'utilisation du matériel rudimentaire comme les machettes et les houes au moment où le gouvernement veut résolument se tourner vers une agriculture de seconde génération. Ville Carrefour, Mélon va certainement permettre aux différents maillons de la chaîne de poser les jalons d'un nouveau départ de la filière caféière nationale à travers le lancement de l'initiative de valorisation du café au Cameroun via les alliances dans la chaîne de valeur, projet élaboré avec la collaboration du Centre de commerce international et l'agence du café Robusca en Afrique et Madagascar. Au terme de cette cérémonie, les appuis en intra-agricole ont également été donnés aux différents agriculteurs et associations. Partenariat public et privé, signature du contrat du projet de gestion et suivi centralisé du transport routier interurbain de personnes. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massina Ngale-Bibehe, et le directeur général de Camtrack, Hilaire Tineng, ont signé ce 18 février 2022 en présence du ministre délégué auprès du ministre des Transports Zakario Njoya, du directeur général du MTN Cameroun Stéphane Belouet, le contrat relatif à ce projet. Avant la signature de ce jour, il faut souligner que le ministre des Transports avait lancé le 27 septembre 2021 la phase pilote du 10 projets dont les résultats avaient été restitués le 16 décembre 2021. Il s'agit de la solution YM@mDriver qui est un système de surveillance qui s'appuie sur le contrôle des paramètres biométriques des chauffeurs, le suivi des véhicules interurbains par géolocalisation, la surveillance de l'environnement extérieur et intérieur du véhicule à l'aide des caméras intelligentes embarquées en vue d'effectuer des contrôles au-delà du véhicule équipé de ce dispositif. Parlons toujours de transport, mais cette fois-ci des marchandises sur le corridor multimodal Douala-N'Djamena pour dire que la Banque mondiale vient d'approuver un financement destiné aux infrastructures ferroviaires et routières entre le Cameroun et le Tchad pour plus de 310 milliards de francs CFA. C'était le 15 février dernier à travers son guichet de l'Association internationale de développement IDA. Cette institution financière mondiale veut soutenir le Cameroun et le Tchad dans leur projet commun d'efficacité, de sécurité du commerce et du transit transfrontalier. Selon le communiqué rendu public par la Banque mondiale, ce financement combine des investissements dans des infrastructures ferroviaires et routières et des interventions de facilitation des échanges pour l'amélioration du transit des personnes, des marchandises et des services le long du corridor multimodal Douala-N'Djamena. Un axe qui concentre 35% du PIB de ces deux pays, dessert 20% de la population du Tchad et 35% de celle du Cameroun. C'est donc fort de ce constat que Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, pense que l'amélioration du corridor ferroviaire et routier entre le Cameroun et le Tchad est nécessaire à la compétitivité et à une meilleure intégration de ces deux pays dans le marché régional. Les 12 millions de personnes qui vivent dans ce corridor vont donc à terme avoir des coûts et le temps de transport entre le port de Douala et de N'Djamena réduit, de meilleures conditions de sécurité et d'accès au marché. Selon le communiqué de la Banque mondiale, le projet prévoit
la remise en état et la modernisation des des réseaux routiers et ferroviaires, dont 595 km de route sur le territoire tchadien, l'amélioration des systèmes de signalisation et de maintenance, ainsi que des opérations de rénovation afin de rendre le réseau plus reluisant au climat. Comment guérir des cancers pédiatriques? La question a meublé les échanges le 15 février dernier à Yaoundé, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de cette pathologie par des spécialistes qui préconisent le dépistage précoce. Cette célébration était aussi une occasion pour les associations qui œuvrent dans la lutte contre cette maladie de présenter les statistiques au Cameroun. Selon le groupe camerounais d'oncologie pédiatrie, environ 1000 enfants de moins de 15 ans sont touchés chaque année par les cancers. Les cancers du rein, néphroblastome, des nerfs, neuroblastome, du foie, hépatoblastome, des os et du cerveau sont les plus répertoriés. Cette pathologie serait favorisée par des radiations ionisantes, des polluants et parfois même des constituants génétiques, la faiblesse de l'éducation à la santé et des préjugés sociaux et culturels sont également des facteurs favorables à l'aggravation de cette maladie. Selon l'hématologue, oncologue et pédiatre Madeleine Angers-Pondy, si la maladie est dépistée tôt, les chances de guérison sont estimées à 80%. Cela revient à dire que 4 enfants sur 5 frappés par un cancer ont des chances de s'en sortir. Selon le docteur Albert Nonda, pédiatre, les symptômes du cancer chez l'enfant peuvent être une pâleur, de la fatigue, de la fièvre, une perte d'appétit, des douleurs osseuses et articulaires, des hématomes, des douleurs abdominales, des maux de tête, un déficit visuel, des troubles de la marche, des chutes, des torticolis, des vomissements répétés, entre autres. En cas de soupçon, exhorte-t-il les parents à aller amener leurs enfants chez des spécialistes. 6e sommet Union Européenne-Afrique, le coup d'envoi a été donné hier, 16 février 2021 à Bruxelles. 4 chefs d'État et de gouvernement africains et 27 dirigeants européens prennent part à cette grande messe. Pendant 2 jours, les dirigeants vont discuter autour de tables rondes thématiques sur la refonte de la relation Afrique-Europe, des enjeux et des besoins. Le but étant d'apporter une série de projets concrets dans tous les domaines. Les partenaires ont d'ailleurs tracé quelques lignes directrices. La première des grandes lignes tient au format même de la rencontre, cette table ronde pour un meilleur échange, une meilleure écoute. Cet aspect a été d'ailleurs souligné par le président du Conseil européen, Charles Michel, et pour le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, il s'agit bien de co-construire, d'adopter un nouveau logiciel de relation entre les deux continents sans injonction civilisationnelle. En effet, les besoins sont immenses. Le FMI chiffre à plus de 221 milliards d'euros les besoins du continent dans les 3 ans à venir pour amortir le choc de la pandémie. Et l'Union européenne promet 150 milliards d'euros, une somme encore indicative qui englobera investissements publics et privés. Déjà hier, les chefs d'État et de gouvernement ont surtout parlé financement, de la croissance, changement climatique, numérique ou encore transition énergétique. Sur ce dernier point, Macky Sall a d'ailleurs dit attendre beaucoup de ce sommet. Il a répété à 3 reprises que 600 millions d'Africains n'avaient pas d'électricité, même si l'Afrique est engagée dans des accords de Paris et le projet de la Grande Muraille Verte. Parmi les infrastructures à développer, les centrales électriques au gaz sont selon lui indispensables. En revanche, l'évolution de l'engagement européen au Sahel n'a pas vraiment été évoquée jusqu'ici. S'il a certainement été abordé lors de la table ronde consacrée aux questions de paix, de sécurité et de gouvernance, il est encore néanmoins passé au second plan. En marge de ce sommet, certains citoyens africains n'ont pas hésité de manifester leur courroux à Bruxelles pour dénoncer la situation politique et sociétale de leur pays. Ils sont ressortissants de la RDC, de l'Éthiopie et des Comores, vivant en Belgique et en provenance d'autres pays européens. Les Congolais ont été les premiers à se faire entendre
devant les forces de sécurité mobilisées bloquant l'accès au conseil. Leurs revendications portaient sur ce qu'ils ont qualifié de balkanisation du Congo. Sur les banderoles brandies, on pouvait lire le Congo est uni et indispensable, non à l'occupation du Congo Zaïre ou encore ne touche pas à ma terre. Les opposants de la guerre au Tigré sont également allés dans le même sens, dénonçant les crimes de guerre dans les régions de l'Éthiopie en proie à un conflit armé depuis plus d'un an. Ils ont appelé au retrait des troupes érythréennes responsables des tueries et des abus sexuels sur les femmes. Le président français Emmanuel Macron a particulièrement cristallisé la colère des Comoriens qui ont décidé de protester alors que s'ouvrait le 6e sommet réunissant les dirigeants africains. Selon eux, le président Macron est responsable de tous les malheurs qui frappent les Comores. Il fait partie de ceux qui avaient félicité le président Azali Assoumani peu après sa réélection l'année dernière, un scrutin qualifié de mascarade. Sur un tout autre plan au Sahel, Barkhane se donne 4 à 6 mois pour quitter définitivement le Mali. C'était d'ailleurs l'annonce attendue du sommet de Bruxelles. Il faut souligner que 4600 soldats français de la force Barkhane sont déployés dans le Sahel, dont 2400 au Mali. À la fin de l'opération, qui prendra entre 4 et 6 mois, a-t-on souligné, il restera environ 2500 à 3000 hommes selon Paris. Ce retrait coordonné acte les tensions entre Bamako et Paris. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Tabouka, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduit par la fermeture des emprises de Gozi, Mekao et Gao. Il sera également effectué de manière coordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali, a laissé entendre Emmanuel Macron, président de la France. En sport, ascension du Mont Cameroun, ils seront près de 500 athlètes à prendre part à l'édition 2022 de mai 19 février à Buea, dans la région du Sud-Ouest. À quelques heures de cette 27e édition, les préparatifs s'intensifient. Selon les responsables de la Ligue régionale d'athlétisme du Sud-Ouest, tout est fin prêt et plusieurs centaines de coureurs venus de plusieurs régions du Cameroun sont déjà à Buea pour s'acclimater au niveau de la montagne. La piste de la course a été balisée et n'attend plus que le coureur. Les prochaines heures sont consacrées notamment au test Covid des athlètes, au déploiement de la caravane de la course, au tir à la corde réservé uniquement aux femmes et au jeu de la pétanque avant la course de la montagne de 4095 mètres qui aura lieu demain. L'ascension du Mont Cameroun, encore appelée course de l'espoir, est une compétition internationale qui regroupe des coureurs venus du monde entier. En 2021, Ali Mohamedou chez les messieurs et Kitan Meldek Ntoumekou chez les dames ont été sacrés vainqueurs de la 26e édition. Au cours de cette édition, les forces de sécurité devront relever le défi sécuritaire dans une région en proie aux velléités sécessionnistes. D'ailleurs, le ministre de la Défense dit avoir pris des dispositions idoines pour garantir la sécurité des athlètes. En assemblée générale le 16 février dernier à Limbé, dans la région du Sud-Ouest, pour le compte du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, le président de l'instance fêtière, Samuel Leto-Fils, a d'entrée de jeu fait un briefing de l'organisation de la CAN 2021 par le Cameroun avant de s'insurger contre certains de ses pairs qui critiquent sa gestion sur la place publique. Au cours de sa prise de parole, le président de la FECAFOOT a jugé inconcevable que des dirigeants se livrent au jeu malsain de faire le tri des joueurs dans la tanière sur le critère de l'ethnie. Durant les travaux qui ont regroupé 19 de 20 membres du comité exécutif, 18 résolutions ont été prises. L'une d'elles suspend pour une période de 3 mois Guiba Gaïtama. Une autre résolution donne 72 heures au président de l'instance pour décider de l'avenir de l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Car, faut-il le relever ici, une partie de l'opinion camerounaise avait réclamé son limogeage pour sa gestion approximative de la sélection nationale qui a terminé 3e rang lors de la CAN 2021. Il faut également souligner que lors
d'une récente interview, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a renouvelé sa confiance à l'entraîneur des Lions indomptables, Antonio Conceição. Une position qui semble aller à l'encontre de celle des sages de l'Africa Foot. Il faut souligner que le 15 février 2022, le président de l'instance fêtière Samuel Eto'o avait adressé une correspondance au patron des sports dans laquelle il lui demandait de respecter les statuts de la Fédération nationale de football. En référence au décret présidentiel du 26 septembre 2014 sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football, il précise clairement ce qui suit à l'article 3. La gestion administrative, sportive et technique relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, a-t-il ajouté. Assistera-t-on une fois de plus à un énième crash entre le nouveau staff de l'Africa Foot et sa tutelle? On ne peut rien attendre. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce point consacré à l'actualité africaine de ce 18 février 2022. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur nos antennes. Je vous laisse regarder ces belles images de la cérémonie de lancement de la campagne caféière 2021-2022 au Cameroun. C'était dans la ville de Milan.